Michel, c'est combien de conseillers municipaux? 15. Aujourd'hui, c'est 15. Demain, en 2020, ce sera 2. Comment vous gérez les affaires dans une commune avec 2 élus? Je veux dire, c'est du bon sens et c'est du pragmatisme. Et là, on a un vrai problème. Alors, je passe ce que je viens de dire, hein, c'est-à-dire les problèmes liés aux services techniques qui, effectivement, se regroupent, mais qui doivent faire le matin le trajet dans un sens entre 8h et 9h pour faire le même trajet dans l'autre sens et qui commencent à travailler à 9h30. J'en ai croisé quelques-uns au de nous la semaine dernière et qui nous racontaient cela. Bref, on a perdu l'efficacité, en fait. Et on est en train de perdre l'efficacité. Alors pourquoi on fait ça? C'est la grande question, en fait. On fait ça parce que nos gouvernants là-haut, qui ne sortent pas du périphérique parisien, ont décidé de casser cette démocratie locale pour mieux la gérer, pour mieux pouvoir la maîtriser, en fait. Et on a, bien sûr, des services de l'État, préfets, sous-préfets, qui rentrent dans ce schéma, moins sur les communes nouvelles, mais beaucoup sur les agglomérations, et qui font en sorte, eh bien, justement, d'aller dans ce sens. Alors, voulu par les politiques, mais qui empêche demain de pouvoir régler les problèmes sérieux. À Longué-Jumelles, le maire de Longué-Jumelles, aujourd'hui, ne peut plus gérer sa zone commerciale de la Syrie, celle qui se trouve au-dessus du Super U. Je ne sais plus quand j'ai un candidat chef d'entreprise capable d'intervenir, pour quel montant, pour quel investissement, sur quelle superficie. C'est Jean-Michel Marchand, le maire de Saumur, président d'agglomération, qui aujourd'hui règle ça. Alors l'information, elle m'arrive par mail, via un chargé de développement économique qui, une fois tous les 15 jours, me fait un petit bilan sur un tableau qui tient sur une page et qui, finalement, est toujours le même depuis quasiment 4 mois. Alors vous imaginez un garçon comme Frédéric Mortier, lorsqu'il reçoit ça, évidemment, il y a toujours un retour, évidemment, les choses se passent mal. Eh bien voilà un nouveau maire qui s'appelle Rémi Louvet et qui est maire de Mouliane et qu'on va applaudir pour son retour. Merci Rémi. Bien, en tout cas ça fait plaisir parce qu'on voit aussi sur Saumur Kiosque des choses passer en disant M. Mortier est esseulé, il n'a plus aucun maire avec lui, il décidait de manière seule et entière. Et en fait, voilà, moi ça me fait plaisir d'avoir aujourd'hui quelques élus autour de moi. Donc voilà, le premier problème aujourd'hui qui est un vrai problème de réforme territoriale, ce qu'on a appelé la loi NOTRe, il faut le régler. Et pour le régler, il faut à l'Assemblée nationale des députés qui soient en capacité de dire « je propose une loi différente de celle-ci ». Alors évidemment, on ne reviendra pas sur les choses qui ont été faites, c'est absolument impossible. Ça vaut pour les communes nouvelles, ça vaut pour l'agglomération de Saumur. Je ne vois pas comment demain on pourra faire en sorte de revenir en arrière. Simplement, il faut absolument améliorer la façon de fonctionner, d'où l'idée que nous avons toujours voulu, notamment avec M. Bouchard qui nous représente aujourd'hui sur l'agglomération, cette idée d'avoir des pôles déconcentrés sur lesquels on puisse s'appuyer et qui permettent d'aller voir des élus en direct pour travailler. Moi, je suis encore une fois très malheureux, notamment sur le plan économique, eh bien, de constater que je n'ai plus la main à l'époque où la communauté de communes, sur la communauté de communes, je voyais les chefs d'entreprise, j'en voyais au moins un par jour. Et on réglait des problèmes ensemble. On a un souci, je sais que M. Cupérotte est là, mais c'est son fils qui est concerné. On a Jean-Pierre Valprive, qui est là, patron numéro 2, on va le dire comme ça, pour ne pas se faire bousculer dans madame, qui est juste à côté donc, des vergers de la Maison Blanche. Il faut savoir que les services de l'État sont en train d'arriver pour des problèmes soi-disant de pollution aérienne qui viendrait modifier éventuellement l'échalote ou l'âle qui se trouve à l'intérieur même de l'entreprise. Ça, c'est un problème qu'on aurait réglé en 2 coups de cuillère à peau. Voilà, je me déplaçais, on réglait le problème, c'était fini, on faisait une haie. C'est ce que demandent en plus, je crois, les services de l'État. Aujourd'hui, c'est l'agglomération qui gère, c'est un chargé de développement économique, un technicien, qui remonte l'information au président de l'agglomération, qui a autre chose à faire que cela, et qui doit donner son aval ou pas sur cette chose-là. On marche sur la tête, tout simplement, on marche sur la tête. Moi, je continue de penser qu'on doit avoir à sa disposition des élus qui soient en capacité de le faire, et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Bonsoir, messieurs. Salut Alain Nicolas. Voilà, donc ça, c'est le premier sujet. Et une des conséquences aussi vues depuis quelques semaines, mais on s'en est largement fait l'écho depuis quelques temps, c'est celui des impôts, notamment des impôts locaux. Vous savez que
Dans chaque commune, vous payez 3 taxes, qu'on appelle les taxes ménages. La taxe d'habitation, la taxe sur le foncier et la taxe sur le foncier non bâti. Nous avons, comme prévu à l'agglomération, connu une augmentation substantielle des taux, donc des impôts qui arriveront dans les boîtes de lettres courant octobre. Et nous avons décidé, nous, à Langueil-Jumelles, de respecter le cadre qui était celui défini avant même le passage à l'agglomération, c'est-à-dire celui pour les communes, eh bien, de venir compenser les augmentations chez nous par une baisse. Ça se traduit à Langueil-Jumelles par une baisse de 4% des 3 taxes. 4% des 3 taxes, je peux vous dire qu'on a vu ça nulle part ailleurs. Ça signifie qu'on va faire les efforts, ça signifie qu'on va continuer à essayer de bien gérer cette commune, et ça signifie que quand un élu a la possibilité de le faire, il faut qu'il le fasse. Nous avons été suivis sur la communauté d'agglomération, je crois, par 3 communes sur les 5 ans. 3 communes sur les 5 ans. Ça aussi, c'est, comme je le mets sur mes tracts et sur mon affiche, le courage de dire et la volonté de faire. On a dit qu'on baisserait les impôts, on baisse les impôts, tant pis s'il faut aller chercher des ressources ailleurs, parce qu'on ne peut pas continuer à vous matraquer et à nous matraquer comme c'est le cas avec les agglomérations, les départements, les régions, et j'en passe et des meilleurs sur l'État. Donc, moi je fais partie des gens qui pensent que tout est possible dans ce pays, y compris baisser les impôts, et j'ai voulu le prouver cette année avec mes élus, et nous l'avons fait, et je pense même qu'à l'agglomération c'est tout à fait possible, si tant est qu'on veuille bien gérer cette agglomération, et je crois que ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Voilà pour le premier sujet. On pourra y revenir, évidemment, vous me poserez les questions que vous voudrez bien. Le deuxième sujet, je souhaitais développer avec vous ce soir, c'est celui de l'Europe. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est celui qui m'a mis sur la voie de la politique il y a maintenant 20 ans, quasiment 20 ans. Un sujet sur lequel les médias, évidemment, disent très peu de choses, et on l'a vu, et l'élection présidentielle et ces élections législatives, au-delà de la publicité extraordinaire faite au président de la République, j'étais sur BFM TV il y a encore une heure là, ce n'est que du positif. Alors c'est formidable, mais on attend quand même de voir. Le sujet européen est complètement mis hors course. Sur ce sujet européen, il y a évidemment beaucoup de choses à dire. J'ai l'habitude de dire que les systèmes sont toujours les mêmes. Ce que j'évoquais à l'instant, pour la commune par rapport à l'agglomération, vaut pour la France face à l'Europe. Quand on rend les choses difficiles parce que bureaucratique ou technocratique, pardon pour ce terme, mais c'est exactement cela, eh bien on les rend de la même manière bureaucratique à l'agglomération qu'à Bruxelles. Et on est dans un cadre contraint. Alors, je ne sais pas quelle sera la capacité du gouvernement de M. Macron et de M. Macron à faire bouger les choses. Je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'elle bouge. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça avec, les phénomènes d'immigration. Je ne peux pas croire qu'on continue à faire rentrer par l'Italie, aujourd'hui par l'Albanie ou par la Grèce, des milliers de gens sans commencer par régler le problème chez eux. Et il y a 25 ans, j'ai dit 20 ans tout à l'heure, mais c'est un peu plus vieux, lorsque j'ai rencontré pour la première fois un homme qui s'appelle Philippe de Villiers. Et je l'évoque volontairement ce soir. Un de ses discours était de dire « Je suis le président du Conseil général de Vendée de l'époque, et je considère que si on ne fait pas le nécessaire dans les pays de partance des migrants, on ne résoudra pas les problèmes qui sont derrière parce qu'on ne fera que mettre des rustines sur des problèmes qui ne se règlent pas. » Le Conseil général de Vendée a depuis maintenant 30 ans, presque 35 ans d'ailleurs, mis en place des actions communes avec le Bénin, où on est allé travailler en concertation avec les entreprises vendéennes pour aller amener des écoles, des dispensaires, des centres de formation, tout ce qui permet à ces pays d'exister vraiment, tout ce qui permet à ces pays de conserver leur matière grise. Parce que c'est quoi le danger demain? C'est de voir arriver des migrants qui sont des matières grises, et on le voit bien. Ce sont des jeunes hommes qui arrivent, et beaucoup sont qualifiés. Et le pays d'origine, il va devenir quoi? Encore plus pauvre que ce qu'il n'était auparavant? Si on ne fait pas le nécessaire dans le pays de départ, on ne résoudra pas le problème.
Et la bonne échelle pour résoudre ça, c'est évidemment l'Europe. Donc faisons en sorte que demain, nos députés français puissent se battre pour qu'on fasse ce genre de choses. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le deuxième sujet sur lequel je voudrais revenir au niveau européen, et je remercie Christophe, qui m'a envoyé ce matin une petite note sur l'agriculture. C'est le phénomène agricole. Alors, j'étais avec la FDSEA, Robert, Christophe et qui était avec nous, Patrice, la semaine dernière, qui m'interrogeait sur ma vision de l'agriculture française. Je considère évidemment qu'elle doit être non seulement protégée, mais elle doit même être organisée. Et on ne continuera pas comme ça si on continue à passer des traités transatlantiques, notamment avec le Canada, via le CETA, qui vont faire que notre agriculture va se disloquer du fait de prix qui ne seront pas garantis et d'agriculteurs qui n'auront plus les moyens de vivre. Alors, je vous donne un exemple, parce qu'il arrive de ce matin. C'est justement la FDSEA qui envoie à ses membres ce mail, et moi qui me fait littéralement frémir, et qui, en 2 coups de cuillère à peau, vous donne le résumé de la situation d'aujourd'hui. Alors, c'est pas moi qui parle, c'est la FDSEA. On ne peut pas accuser d'être un syndicaliste agricole. Voilà ce qui est dit. Pour faire face au manque de fourrage lié à la sécheresse du printemps, donc les agriculteurs qui sont ici savent de quoi je parle, nous avons porté auprès de la DRAF, c'est-à-dire la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, et de la DDT, donc des services de l'État, une demande de dérogation pour faucher les parcelles en jachère. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, écoutez la réponse. Après plusieurs échanges, nous constatons que l'administration ne donnera pas la dérogation demandée. Donc, les agriculteurs ne font pas ce qu'ils veulent chez eux. Déjà. Et alors, il y a pire. Nos interlocuteurs jugent que c'est impossible au vu des règles du verdissement de la PAC, donc de l'Europe, et que les risques encourus par les agriculteurs en cas de contrôle par satellite sont importants. Est-ce qu'on ne se fout pas un peu de la gueule du monde? Pardon d'être un peu violent, mais là je trouve qu'on a atteint les limites du raisonnable. Donc, moi je souhaiterais, face à cette agriculture française qui s'est beaucoup rénovée depuis des années, qui a fait en sorte de passer au raisonné. Bien sûr, certains sont passés au bio, mais beaucoup au raisonné. Face à des agriculteurs à qui on demande toujours plus d'investissement pour entrer dans les contraintes européennes et françaises, parce que le pire, c'est que nos députés, et j'en connais un pas très loin d'ailleurs, qui soi-disant défendent l'agriculture, et qui votent ces lois, font en sorte d'en ajouter une couche à ce que propose l'Europe. Donc, on est en France soumis à des contraintes largement supérieures à nos concurrents européens. On connaît la fraise sur Longueuil. Quand on voit arriver la fraise espagnole à 2 fois moins chère, qui n'a pas de goût et qui est bourrée de pesticides et autres produits qu'on ne veut même plus voir chez nous, même pas dans une buanderie, n'est-ce pas Robert? Sinon, on se fait mettre 6 mois de prison. Je crois qu'on rêve. Donc, moi je souhaiterais que les députés français de demain soient des députés qui, pour une fois, fassent preuve d'intelligence, et quand il y a des convictions à défendre en matière d'agriculture, eh bien, on fasse le nécessaire et qu'on ne se soumette pas aux diktats européens et qu'on n'en rajoute pas avec nos amis écologistes, qui certes font un travail de fond nécessaire, mais qui aujourd'hui sont en train de mettre l'agriculture française complètement à mal. C'est un exemple parmi d'autres de ce qui se passe. C'est cette bureaucratie, cette technocratie dont je parlais tout à l'heure avec l'agglomération, qui est au niveau européen dans le même schéma. Et donc, il faut absolument intervenir là-dessus. Et moi, j'ai un doute. J'ai un doute de plus en plus important sur ces députés qui vont arriver à l'Assemblée nationale et qui sont, pardon Alain Nicolas, ça je sais que ça ne va pas te plaire, mais je le dis quand même, qui vont arriver sans aucune connaissance du terrain. Moi, je veux bien que M. Macron ait la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Mais ça veut dire qu'on va voter toutes les propositions de loi du gouvernement, sans même penser à ce que sont les vraies vérités du terrain. Ça, c'est un peu inquiétant. Je ne dis pas que mes concurrents sont des gens qui ne comprennent rien ou qui ne comprendront rien. Je dis que nous, les élus de terrain, qui sommes tous les jours les mains dans le cambouis sur ce genre de sujet, nous savons mieux que d'autres ce qu'il faut aller voter à l'Assemblée nationale.
Et il faut que les Français comprennent dimanche qu'ils ont intérêt à plutôt faire confiance à des gens qui sont ancrés qu'à des gens qui arrivent là par hasard. Il y a 30% de spécialistes, vous pouvez pas dire ça. Alors, on va poser des questions juste après. Je vais terminer mon discours et puis on va revenir là-dessus. D'accord? Voilà pour le sujet européen. Et puis, le dernier point, il est celui du bien vivre ensemble. C'est-à-dire du respect de ceux qui sont dans la difficulté, notamment en matière de santé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les plus anciens, du plan Chirac de 2002, qui était un plan contre le cancer, qui s'est tout doucement transformé en plan de prévention contre le cancer, et pas du tout en plan de travail, de recherche, d'ingénierie contre le cancer. Parce que j'imagine que les lobbies pharmaceutiques étaient derrière et qu'il était trop dangereux d'aller trop vite sur ce sujet. Moi, je ne me résous pas à ce que 300 000 Français, chaque année, se retrouvent avec cette maladie en France. C'est pas possible. Ça vaut pour nos plus anciens avec Alzheimer. Et ça vaut encore plus pour tous ceux qui sont dans le handicap. J'ai beaucoup travaillé dans ce domaine. J'ai eu la chance d'exercer des responsabilités importantes dans le domaine du social, en tant que directeur d'établissement. Et c'est quelque chose qui me tient largement à cœur, avec M. Bauchenoir et toute l'équipe. Alors je dis M. Bauchenoir parce que c'est lui qui était à l'origine de cette affaire-là. Mais comme tous les maires, je sais, de cette ancienne communauté de communes, nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet, notamment dans la partie amélioration des parcours handicap et de ce qui va avec. Il faut que nos députés reprennent la main sur ce sujet, il faut que l'on puisse travailler sur ce sujet sérieusement. On ne peut pas continuer à construire des hôpitaux toujours plus gros, toujours plus grands, parce que les gens sont de plus en plus malades. Alors oui, la durée de vie, elle augmente. Mais la durée de vie en bonne santé, elle diminue. On est à moins de 63 ans aujourd'hui. Tous les jours dans la presse, on voit des gens de moins de 50 ans qui disparaissent. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Je dis non, et je ferai partie de ces députés qui, sur ces points-là, seront extrêmement attentifs, et je serai même, ce sera un choix personnel, dans cette commission particulière de la santé et du handicap, parce que il faut que l'on arrête de mettre les gens en difficulté sur ces sujets. Et puis, je vais terminer par la partie économique, bien sûr, c'est celle qui me tient le plus à cœur, c'est celle sur laquelle j'ai, avec tous les élus de la communauté de communes Larlanguet, beaucoup travaillé, à l'extension de nos zones industrielles, donc à la partie du développement économique rural. Moi, je pense que si le travail se fait en proximité, si on a les moyens financiers d'aller chercher des subventions, oui, pour des entreprises, comme les Chinois le font, parce qu'ils subventionnent, eux, 50% des entreprises, eh bien, on pourra avoir des emplois dans nos contrées rurales. On pourra continuer à développer nos zones industrielles. Ce n'est pas Valprib qui va me dire le contraire. L'entreprise qui aujourd'hui est en plein développement, qui va passer rapidement la barre des 50 salariés et qui va pouvoir nous reverser des ressources fiscales pour pouvoir faire autre chose sur le territoire. La richesse, elle vient de nulle part, elle vient de l'entreprise. Elle ne vient pas de nulle part, elle vient de l'entreprise. C'est cette richesse-là, cet argent-là qui nous permet de vivre à tous, et donc il faut absolument que l'on puisse s'y mettre vraiment. Quand vous pensez qu'à l'agglomération aujourd'hui, il n'y a pas de vice-président en charge de l'économie. C'est une commission qui gère, avec une agence de développement qui, soi-disant, est composée de quelques chefs d'entreprise. Mais ce n'est pas ça l'économie. L'économie, c'est un maire et demain un député qui met les mains, là aussi, dans le cambouis et qui va voir les chefs d'entreprise. Je ne me résous pas à penser que notre député actuel, au bout de 3 mandats, n'ait toujours pas pu faire venir une seule entreprise sur le territoire. Un élu, c'est un VRP de l'économie. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses, et je crois qu'en matière économique, sur ce territoire, en tout cas la Comcom Larlanguet n'a pas à rougir, puisque c'est elle qui apporte à l'agglomération quasiment le plus important tribut financier aux richesses justement de cette agglomération. Donc, il faut remettre l'économie au centre du débat. Et moi, je n'entends pas, depuis quelques jours, suffisamment parler de cela. Évidemment, quand je parle d'économie, j'ai parlé d'agriculture, mais je parle aussi pour nos artisans.
pour nos commerçants, qui c'est difficile, et on le sait bien, même à Langues-les-Jumelles, on a un centre-ville, voilà, on a du mal à faire à nouveau vivre, à nouveau remettre en dynamique. Mais on va y arriver, parce qu'on va y mettre les moyens. Il faudra un moment donné le faire, et nous l'avons fait d'ailleurs récemment, puisque nous avons décidé de racheter 2 commerces, 2 pas-de-porte pour pouvoir remettre de l'activité à l'intérieur. Tout ça, c'est de la volonté. Tout ça, c'est du courage. Parce qu'évidemment, quand vous prenez des décisions comme celle-ci, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. La question qui va emmener le futur député, c'est où est l'intérêt général? Où est l'intérêt général? Et si l'intérêt général est défendu, tout le reste, ça vient forcément à un moment donné. On le voit bien sur cette ville depuis que nous y sommes. Au début, c'était un peu compliqué, et aujourd'hui, je crois que les gens ont bien compris que, effectivement, cet intérêt général, il était largement défendu et qu'on pouvait compter sur les élus. Je veux que demain, on puisse compter sur le député de cette circonscription et que ce député soit capable, sur un cas comme M. Michel Renaud, d'aller voir la préfète et de dire « moi, je ne suis pas d'accord et je vais faire le nécessaire auprès du ministre pour pouvoir régler ce problème ». Ce n'est pas le cas, ça n'a pas été le cas, et là, il y a vraiment, vraiment un problème. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, je suis allé vite, parce qu'il fait très chaud, moi-même j'ai très très chaud. Et donc, on a un micro,